Bonsoir à tous, vous êtes en direct d'Amen Télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce magazine Carte sur table, votre émission qui analyse l'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons un thème tout à fait spécial. Nous assistons à des arrestations, interpellations en cascade de dirigeants des entreprises, voire même du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Est-ce que doit-on parler d'une séduction de la justice ou bien une révolution? Nous aurons sur ce plateau le professeur des universités, professeur José Marie Tassoki Manzele, qui fait le droit pénal à l'université de Kinshasa. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Féchi. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Alors, professeur, aujourd'hui, nous assistons justement à deux interpellations et aussi arrestations de certains dirigeants de entreprises et sociétés. Est-ce que doit-on dire aujourd'hui que c'est une séduction ou bien c'est une révolution de notre justice? Merci. La question, elle est vaste, il faut dire. Elle est vaste et elle n'est pas d'emblée recevoir une réponse fixe et précise parce que la question de la justice, on peut l'examiner en amont tout comme en aval du procès. Ah oui. Un procès peut servir de parodie de justice tout simplement. Ah oui. Si vous vous fiez à un seul procès, ça peut vous désorienter. Il faudrait observer la question du procès dans son ensemble, qui est auteur de l'infraction, il a commis l'infraction avec qui est le magistrat qui a poursuivi, il a utilisé quelles dispositions légales pour mettre en mouvement l'action publique, quelle a été la décision du juge, le juge s'est fondé sur quels éléments, comment il a motivé sa décision, et puis finalement, quelle a été la décision du juge, à la fin des comptes, est-ce que cette décision qui aura été peut-être acclamée, est-ce qu'elle a été une décision exécutée? Ça veut dire que nous devons suivre pas à pas un procès depuis l'enquête, l'instruction, la poursuite, les jugements premier degré, les jugements second degré, voire même la cassation, si c'est possible, et l'exécution du jugement, pour voir si c'était vraiment une bonne justice, qui sont partis au procès. Est-ce que les personnes qui sont jugées sont vraiment celles qui ont commis l'infraction? Quelle a été la peine qui a été prononcée par les juges? Cette peine valait-elle la peine ou il fallait une autre peine? Voilà, ce sont plusieurs questions qui peuvent intervenir dans un procès pour nous aider à comprendre si on est vraiment dans un état de droit. Mais d'emblée, il faut retenir que les juges ou la justice a été saisie. La justice a commencé son travail, il faut observer. Alors aujourd'hui, la justice a commencé son travail. Doit-on parler au moins de l'indépendance de la justice? Parce que dans les temps passés, on trouvait des gens qui commettaient des infractions ou bien qu'on parlait de détournements sans toutefois être interpellés. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment se dire que la justice n'est pas aujourd'hui inféodée? Là aussi, il faut toujours se réserver. Parce que un magistrat peut être utilisé pour poser certains actes. Alors là, vous allez vous êtes en train de rejoindre cette thèse que j'ai dit que la séduction. Allons-y, professeur. Les magistrats peuvent être utilisés et commencent l'action, mais on sait où il veut aboutir. On sait pourquoi il a commencé cette action-là. Peut-être s'il a commencé l'action dès lui-même et il est lui-même le seul à avoir l'idée de ce qui peut arriver à la fin, là on peut parler de l'indépendance. Pour le moment, j'ai dit il faut toujours se réserver. Observons encore davantage les procès, mais d'emblée, on peut dire déjà que ce sont des bons signaux qui nous permettent de comprendre que plus rien ne sera comme avant. Ça signifie aujourd'hui nous sommes en train de vivre la séparation de pouvoir.
je ne peux pas non plus dire tout de suite qu'il y a séparation des pouvoirs. Mais vous venez justement de l'affirmer, plus rien ne sera comme avant. D'emblée, on peut déjà commencer à applaudir et observer de près. Okay. Parce que, je donne le cas du directeur de cabinet du chef de l'État. Allons-y. Il est placé en détention préventive pour les faits de détournement des deniers publics, pour les faits des blanchiments des capitaux, blanchiment d'argent. Ah ouais. Mais est-ce que un monsieur comme le directeur de cabinet peut commettre ce genre d'infraction seul? J'ai appris, tout le monde a appris que il aurait détourné des grosses sommes d'argent qui sont passées par des banques, qui sont passées par les comptes de son épouse, de ses enfants, ainsi de suite. Mais est-ce que dans les cas d'espèces, quand on parle du blanchiment d'argent, peut-on arrêter une seule personne, commencer les procès, clôturer les procès, un peu comme pour dire il n'y a eu que ces messieurs-là qui aura détourné, qui aura blanchi des millions d'argent. Mais on parle déjà de chefs des entreprises qui sont aussi interpellés. Les chefs des entreprises sont interpellés. Dans le même procès. Effectivement, les chefs des entreprises sont interpellés. Qu'est-ce qu'on a fait de son épouse, qui aurait aussi un compte ou des comptes par lesquels seraient transitées des sommes d'argent? Qu'est-ce qu'on a fait de ses enfants, qui eux aussi posséderaient des comptes par lesquels seraient passées des sommes d'argent? Ce sont des questions que je me pose. Est-ce que tous ces détournements-là seraient exécutés à l'insu même de sa hiérarchie? Ce sont des questions qu'il faut poser, mais c'est pourquoi j'ai dit d'emblée, c'est déjà quelque chose. Mais en matière de blanchiment d'argent, la loi elle-même de 2004 qui parle de blanchiment d'argent vise les complices. Parce que vous ne pouvez pas utiliser, détourner 30 millions, 10 millions, 50 millions sans complice dans des banques, sans complice des personnes qui vous ont aidé à faire transiter des sommes d'argent. Parce que les blanchiments, finalement, consistent à quoi? Consiste à lessiver de l'argent, parce que au départ, c'est de l'argent sale. Donc, il faudrait que, dans le cadre de cette enquête, qu'on nous dise qui sont complices et à quel titre, par quel acte ils ont posé ce genre de complicité. Alors là, vous voulez dire, ils doivent aussi être arrêtés. Là, vous voulez dire que Vital Kamerhe n'est pas la seule personne à être identifiée dans ce détournement c'est impossible. De fonds alloués à son jour. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, vous êtes en train de soupçonner qu'il y a certaines personnes qui sont derrière. C'est impossible d'arrêter Vital Kamerhe seul et dire qu'il est le seul à avoir commis ces détournements d'argent. Alors c'est pour cela qu'on parle de l'indépendance de la justice en ce moment. C'est pourquoi il faut poser cette question. La justice doit continuer son travail. Et la justice ne doit pas nous dire qu'il n'y a que Vital Kamerhe dans cette affaire-là. Ce n'est pas possible. Alors la décision finale n'est pas encore connue. Ce n'est pas un vol d'un téléviseur. Ce n'est pas un détournement des $1000. On parlerait des millions de dollars qui seraient transités par plusieurs comptes appartenant à plusieurs personnes dans le cadre de l'opération ou du programme des 100 jours. Je ne vois pas Vital Kamerhe seul dans cette affaire-là. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de l'indépendance, nous devons toujours avoir beaucoup plus de réserves, parce qu'on peut utiliser les magistrats uniquement pour arrêter Vital Kamerhe et Vital Kamerhe seul. À ce moment-là, moi, je ne croirais plus à cette justice-là. Là, vous allez rejoindre la question que je vous ai posée. Doit-on parler d'une séduction C'est pourquoi il faut toujours se réserver. Séduction, je ne sais pas. Justice indépendante, je ne sais pas. Il faudrait que l'on ait tous les éléments pour, à la fin des comptes, dire que notre justice a été indépendante. Elle a posé des actes correctement. Et là, j'ai appris que son beau-frère ou son neveu serait en fuite. Massaro. Mais comment l'argent transité est passé par le compte de Massaro en question? Comment l'argent est passé par le compte de sa belle-sœur ou serait passé par le compte de sa belle-sœur? Qu'est-ce que les magistrats ont fait pour qu'il y ait gel? Parce que quand l'on regarde la loi sur le blanchiment d'argent, lorsque l'on a identifié les comptes par lesquels est passé l'argent, il faut geler ces comptes-là.
Ah oui. Est-ce que les magistrats l'ont fait? S'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que l'argent qui serait détourné par Vital Kamerhe, Vital Kamerhe serait arrêté, mais l'argent ne serait pas inquiété. On doit récupérer cet argent-là. S'il est passé par les comptes de Massaro, ou les comptes de son épouse, ou les comptes de sa belle-sœur, il faudrait saisir ces comptes-là pour que l'argent, à la fin des comptes, retourne dans la caisse de l'État. Alors, d'après vous, ces arrestations s'inscrivent-elles dans le cadre de procédures requises par la loi? Ces arrestations de chefs des entreprises, et voire même du directeur de cabinet? Les chefs des entreprises ou de toutes ces entreprises-là ne sont pas immunisés. On ne peut pas dire que parce que vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas être arrêté. On ne peut pas dire que parce que vous êtes directeur de cabinet du chef de l'État, vous ne pouvez pas être arrêté. Lorsqu'il est démontré que vous êtes auteur d'une infraction, on doit, les magistrats à un moment doivent vous arrêter, vérifier si réellement vous avez commis ce genre d'infraction. Et d'ailleurs, il y a des indices qui indiquent. Des culpabilités. Il y a des indices. Lorsque vous êtes directeur de cabinet, vous avez épousé votre femme, c'est votre droit. Vous lui offrez des cadeaux en diamant, c'est votre argent. Ce n'est pas notre problème. Mais les magistrats doivent vérifier si vous, en tant que directeur de cabinet, vous avez les moyens pour faire ce genre de cadeaux. C'est-à-dire, tout ça, ça fait partie aussi des indices. Ce sont des indices qui ne concerneraient pas seulement Vital Kamerhe, les indices qui concerneraient tous les agents de l'État qui construisent des maisons ici à Kinshasa. Il n'y a pas que Vital Kamerhe qui a construit des maisons à Kinshasa. Il y a des magistrats qui ont construit des maisons à Kinshasa. Il y a des ministres qui ont construit des maisons à Kinshasa. Il y a des professeurs d'université qui ont construit des maisons à Kinshasa. Peut-être comme vous. Hein. Il y a des professeurs d'université. Il y a des simples fonctionnaires de l'État. Ah oui. Un chef de bureau, un chef de division, un directeur, un ministre, ou même vérifier les chefs de l'État qui aura construit. Il a construit avec quel argent? En d'autres termes, c'est maintenant qu'il faut davantage utiliser les magistrats pour qu'ils nous disent tel monsieur qui a autant dans son compte, est-ce que c'est son argent ou bien c'est l'argent de l'État? Moi, je pense que ça sonnait déjà les glas. Ah ouais. Il faudrait tirer profit, même si on nous dit que la justice a été instrumentalisée, je veux bien, mais c'est le moment de profiter justement de cette instrumentalisation pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de procédures d'arrestation, créer des procédures et de détention ont été respectées par la loi. Pour moi, jusque-là, je ne fais pas des reproches aux magistrats qui ont arrêté. Ils sont dans leur droit d'arrêter, ils ont le pouvoir d'arrêter. C'est prévu par la loi. Alors, maintenant, est-ce qu'ils ont arrêté parce qu'on leur a dit qu'il faut arrêter X, ou bien parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'il faut arrêter X? Ah oui. Là, nous allons voir plus tard. Au fait, on saura si la justice a été instrumentalisée, mais pour le moment, il faut laisser ces magistrats-là faire le travail. C'est à la longue que nous saurons que ces magistrats ont été instrumentalisés ou pas. Alors, à chaque fois, on voyait les avocats, que ce soit Vital Kamerhe, demander que l'homme puisse couvrir la liberté provisoire. On a toutefois refusé que l'homme puisse avoir cette liberté provisoire. Est-ce que c'était dans la bonne façon, de la bonne manière de mieux respecter les choses? Nous sommes en matière judiciaire. Une personne sur qui pèsent des soupçons d'infraction peut être placée en détention préventive par le magistrat qui instruit. C'est prévu par la loi. Et le plus souvent, les magistrats ont l'habitude de dire, écoutez, la crainte de la fuite, l'identité douteuse, tout ça. Mais pour Vital Kamerhe, il n'y a pas crainte de la fuite. Il n'y a pas non plus d'identité douteuse. Mais il faudrait trouver une raison qui fonde la détention préventive. Par exemple, les besoins d'instruction. Tout simplement ça. Les besoins d'instruction, c'est-à-dire les magistrats disent, pour le moment, par rapport aux questions posées à Vital Kamerhe, par rapport aux réponses données par Vital Kamerhe, par rapport à d'autres personnes qui sont impliquées, si nous laissons Vital Kamerhe en liberté, il peut influencer les autres personnes qui seraient impliquées. Pour besoin d'instruction, on les garde en détention préventive. Très bien. Le droit a prévu ça, la loi a prévu cela.
Mais Vital Kamerhe aussi, en tant que détenu préventif, peut solliciter sa liberté provisoire. C'est un droit aussi. Il peut dire, écoutez, mais pourquoi vous me mettez en détention alors que j'ai une profession connue, j'ai une identité qui est connue, avec d'ailleurs les Covid, personne ne sait quitter les pays, je serai là sur les territoires congolais et répondre chaque fois aux invitations du magistrat. C'est son droit. Ah oui. Mais c'est également le droit du magistrat de dire, malgré tout ce que vous avez fourni comme argument, moi je pense que je dois continuer à vous garder en détention. En d'autres termes, nous ne pouvons pas faire des reproches à Vital Kamerhe qui a sollicité sa liberté provisoire. Nous ne pouvons pas non plus faire des reproches au magistrat qui a refusé d'accorder la liberté provisoire à Vital Kamerhe. Nous devons par contre faire des reproches au ministre qui dit pour les cas des programmes de 100 jours, on ne peut pas avoir de liberté provisoire. Alors, professeur... Là, on peut faire des reproches au ministre pour dire, mais écoutez, monsieur le ministre, ça, c'est pas votre affaire. Ça, c'est la justice qui fait son travail. La justice est censée être indépendante. Il n'appartient pas aux membres du gouvernement de venir dire, messieurs les magistrats, vous ne pouvez pas accorder la liberté provisoire. Là, on peut faire des reproches au ministre de la Justice. Mais on ne peut pas faire des reproches à Vital Kamerhe qui a sollicité la liberté provisoire. On ne peut pas non plus faire des reproches au magistrat qui a refusé d'accorder la liberté provisoire. On est toujours dans les droits des procédures pénales. Alors, professeur, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, doit-on croire qu'aujourd'hui, l'homme, par lui, passait beaucoup de secrets d'État, du pays, de la République démocratique du Congo? Pourquoi pas mettre en exercice de sa mission une loi qui peut le protéger? Non, parce que l'amener justement en prison comme ça, il peut arriver à dévoiler certains secrets du pays. Vous ne voyez pas que c'est au moins... Non, moi, je suis en train de réfléchir sur la question du statut pas de Vital Kamerhe, du directeur de cabinet. Par ordonnance présidentielle, il nous a été dit que le directeur de cabinet a rang des vice-premiers ministres. Ah oui. Par rapport à son traitement. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez rang sur le plan protocolaire, sans pour autant vous reconnaître d'autres droits reconnus à un vice-premier ministre? C'est ça la question. En d'autres termes, en vice-premier ministre, quand on regarde les rangs protocolaires, peut-on l'arrêter comme on arrêterait, comme les présidents du Sénat dit son maître d'hôtel, par exemple? C'est ça la question. Moi, je pense qu'on aurait dû reconnaître à Vital Kamerhe, comme l'ordonnance lui a reconnu le droit d'être placé sur les mêmes rangs que les vice-premiers ministres, lui reconnaître ces droits-là, d'être jugé plutôt par la Cour de cassation. À ce moment-là, le parquet général près la Cour d'appel ne peut pas instruire son dossier. On aurait dû l'amener devant plutôt la Cour de cassation. Ah oui. Mais sur le plan du respect des règles et des procédures, si on nous dit qu'il ne peut pas avoir rang des premiers ministres, des vice-premiers ministres, ben on les juge comme n'importe qui. Ça veut dire que pour cette infraction-là de détournement, des deniers publics, des blanchiments d'argent et des corruptions, on l'amènerait devant les tribunaux de grande instance. Ah oui. Mais en même temps, ça contredirait son statut des rangs des vice-premiers ministres. Mais si on lui reconnaît les rangs des vice-premiers ministres, c'est la Cour de cassation qui doit les juger. C'est le parquet général près la Cour de cassation qui doit enquêter sur les faits commis par lui. Donc finalement, sa détention serait assimilée à une assignation à résidence surveillée. Finalement, on les garderait chez lui à la maison, sans pour autant lui donner le droit de sortir de sa maison, et plutôt que de les placer à Makala. Alors aujourd'hui, le dossier est devant le tribunal. Doit-on dire que le parquet a eu de preuves suffisantes? D'abord, un parquet qui a commencé l'instruction ne peut pas envoyer les dossiers en fixation sans avoir des preuves. De preuves suffisantes. Sinon, c'est léger. Nous devons dire qu'aujourd'hui, si le dossier est envoyé devant le tribunal, le parquet possède déjà... Donc, le parquet a des preuves suffisantes. Parce que c'est le parquet qui va venir devant les juges pour dire, Monsieur le Président, je vous présente les prévenus Kamerhe, qui a commis les détournements des deniers publics, qui a commis les blanchiments des capitaux, qui a commis l'enrichissement illicite. Voici première preuve, voici deuxième preuve, voici troisième preuve. Un magistrat ne peut pas amener le dossier
au tribunal, et puis finalement le tribunal acquitte Kamere. C'est invraisemblable. À l'époque où Kengo Adondo était procureur général de la République, à l'époque, un magistrat qui amène le dossier en fixation au tribunal, à la fin des comptes, le tribunal acquitte les prévenus, ce magistrat doit être sanctionné disciplinairement. Parce qu'on va dire, il n'a pas été compétent pour agir. Vous comprenez? Ah oui. Mais dans les cas d'espèce, comme le magistrat a amené le dossier jusqu'au niveau du tribunal, on nous dit que l'audience aura lieu les 11. Le 11 mai. Le 11 mai, ça veut dire que le magistrat a des preuves. Peut-être qu'il y aurait certaines fautes de procédure que les avocats de Kamere exploiteraient pour obtenir, par exemple, l'irrécevabilité de l'action. Mais sur le plan de fond, moi je crois que les magistrats ont des éléments de preuve qui fondent les détournements des deniers publics, qui fondent les blanchiments d'argent et qui fondent l'enrichissement illicite. Alors, professeur, si aujourd'hui Kamere sera devant le tribunal, on arrive à la quitter, est-ce que Vital Kamere peut-il poursuivre le parquet ou bien le magistrat pour arrestation arbitraire ou pour son honneur qui était sali? Non. Lorsque le tribunal a été saisi par voie de citation à prévenu, parce que le magistrat a mené l'enquête au nom de l'État. Le magistrat n'agit pas par rapport à lui-même, par rapport à ses propres caprices. Il est fait au nom de l'État. Le magistrat ne peut pas répondre des faits, du fait d'acquittement. Par contre, M. Vital Kamere, qui serait placé en détention préventive pendant autant de temps, peut plutôt demander qu'il soit indemnisé par l'État pour détention préventive injustifiée. Là, c'est possible. Mais il ne peut pas se retourner contre les magistrats pour dire, écoutez, monsieur le tribunal, veuillez condamner ces magistrats à telle peine d'emprisonnement pour détention illégale. Ça, ce n'est pas possible. Mais à la suite d'acquittement, il peut demander qu'il soit indemnisé pour détention injustifiée. Mais là, la question, c'est que j'ai dit, comment un magistrat peut amener le dossier de Vital Kamere au tribunal et puis on acquitte Vital Kamere? Ça, c'est invraisemblable. C'est pourquoi j'ai dit, si au tribunal, on acquitte Vital Kamere, ça veut dire qu'il y a eu une parodie de justice. Ça veut dire qu'il y a eu une légèreté du magistrat au niveau du parquet. Déjà, s'il n'est pas convaincu qu'il y a des preuves, il doit classer l'affaire sans suite. De lui-même, au niveau du parquet. Ça signifie que aujourd'hui que le dossier est arrivé au tribunal, Vital Kamere devrait passer par une condamnation, si on parle par là, parce que le parquet a fourni de preuves qui sont au moins justifiables. En tout cas, si le parquet n'a pas de preuves, il ne peut pas saisir le tribunal. Comme il a des preuves, il saisit le tribunal. Si le tribunal acquitte parce qu'il n'y a pas de preuves de détournement, parce qu'il n'y a pas de preuves de blanchiment d'argent, ça veut dire que le magistrat a été léger dans son instruction. Ça veut dire que finalement, on doit plutôt faire des reproches à ces magistrats-là et aller jusqu'à les condamner disciplinairement pour légèreté dans l'action publique. Alors aujourd'hui, professeur, c'est une question que la population, nous tous, nous avons eu à observer. Les gens se posent une question très importante. Pourquoi seulement en ces moments que nous voyons que la justice interpelle les gens, l'arrestation de certains détourneurs de fonds alloués à son jour, au moment où nous avons vécu dans ce pays, dans l'ancien temps, avec les gens qui commençaient le projet sans toutefois terminer et ils s'envolaient avec 2 millions d'argent. C'est là qu'il faut peut-être commencer à féliciter l'actuel gouvernement. Nous avons vécu pendant longtemps avec des slogans « plus rien ne sera comme avant ». Ça, c'était avec Mobutu. Et puis, à un moment donné, avec Kabila, les portes de la prison seront ouvertes. Jusqu'à ce qu'il est parti, les portes n'ont jamais été ouvertes. Et maintenant, on commence à inquiéter quand même les grandes personnalités du pays. Je crois même qu'à la veille ou une année avant le départ de Kabila, le conseiller spécial du chef de l'État avait tenté d'inquiéter certains dirigeants d'entreprise. Le
conseil spécial en matière de lutte contre la corruption. Mais là, il y avait beaucoup plus de faiblesses parce que déjà lui-même n'avait pas les pouvoirs des magistrats. Il ne pouvait pas poser les actes des magistrats. C'est pourquoi chaque fois que son action, il voulait aller loin avec son action, ça s'arrêtait quelque part. Il n'avait pas les pouvoirs judiciaires. Bon, maintenant, ce sont les magistrats eux-mêmes qui ont dit, nous devons faire le travail. Il faudrait commencer à dire, là, on voit quand même une petite lumière, peut-être c'est le bout du tunnel. Allons-y. C'est pourquoi j'ai dit, allons-y, en fonction d'ailleurs des clous, poussons les bouchons plus loin, oui, et arrêtons les personnes qui doivent être arrêtées. Il ne faut pas arrêter pour le plaisir d'arrêter. Instruisons sur des faits qui ont été effectivement commis. Ah oui. Jugeons les personnes qui sont auteurs de ces infractions-là et condamnons ces personnes-là. Parce que l'état de droit ne peut pas arriver tant que les auteurs des détournements, des corruptions seront toujours dans la rue en train de se promener. Alors là, nous allons féliciter le chef de l'État qui, à maintes reprises, on lui avait posé la question de son directeur de cabinet sur les soupçons sur les détournements de fonds alloués à 100 jours. Tshisekedi faisait allusion toujours, laissons la justice faire son travail. Doit-on dire merci, hein, peut-être? Non, pas dire merci, parce que c'est son devoir constitutionnel de ne pas obstruer l'action de la justice. Mais dans les temps passés, peut-être dire félicitations, pas merci. Il n'a accordé aucun cadeau aux gens. Oui. Peut-être félicitations pour dire, ici, on est en train de respecter l'état des droits. C'est pourquoi je dis, pour qu'on arrive à féliciter, oui, nous devons observer ces premiers procès sur Vital Kamerhe. Oui. Ça va nous amener jusqu'où? Vous comprenez? À ce moment, on va dire, mais est-ce qu'on n'a pas seulement trompé la vigilance des gens? Si on arrive à juger Vital Kamerhe, oui, pour des faits effectivement commis, si on arrive à juger les complices de Kamerhe, sur des faits effectivement commis, oui, nous allons dire, voici les débuts d'un état de droit. Regardez, si vous jugez les chefs de l'État, vous les condamnez. Vous n'allez plus hésiter de juger un ministre. Si vous jugez un ministre, vous les condamnez. Vous n'allez pas hésiter de juger un PDG. Si vous condamnez un PDG, vous n'allez pas hésiter de juger un chef de bureau. Et ainsi de suite. À ce moment-là, les gens auront maintenant peur des biens de l'État. Parce que le vrai problème avec le Congo, c'est quoi? Les gens n'ont pas peur des biens de l'État, de l'argent de l'État. Même $1, il faut avoir peur quand ça ne vous appartient pas. Professeur, il y a un dossier avec le directeur général de Foner. Une question est tout à fait posée. Est-ce que le ministre de la Justice peut donner des injonctions aux magistrats? Si oui, pourquoi? Ça dépend de quelles injonctions. Lorsque vous regardez l'affaire Vital Kamerhe, ça a commencé comment? Par une injonction du ministre de la Justice. Parce que c'est légal. Le ministre peut donner injonction aux magistrats du parquet pour instruire. Parce qu'on a vu, et vous parlez de quelle injonction? Le ministre voulait au moins visiter les instances judiciaires, voir là où les gens qui sont arrêtés, pour leur parler. Est-ce qu'il a le droit d'y partir? Mais l'administration pénitentiaire relève de quelle autorité? L'administration pénitentiaire relève du ministre de la Justice, justement. Aller visiter les prisonniers, voir l'état dans lequel vivent les prisonniers, le problème n'est pas celui-là. Ça ne pose aucun problème. Peut-être aller assister au procès. Là, ça pose problème. S'il dit, je vais aller vérifier les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers, c'est dans son droit parce que c'est lui qui gère l'administration pénitentiaire. Mais aller assister au procès, peut-être pour, en regardant seulement les juges, dire, monsieur le juge, il faut que celui-là reste en prison. Là, ça devient un problème d'indépendance de la justice. En d'autres termes, on sent l'exécutif entrer dans le judiciaire. C'est la violation du principe de séparation des pouvoirs. Mais lorsqu'il va seulement regarder les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas de quelle injonction vous parlez. Parce que moi, je sais que selon la loi, le code de d'OCJ, le ministre de la Justice peut donner injonction au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la Cour d'appel pour commencer l'instruction. Mais il ne peut pas donner des injonctions pour dire
aller dans tel ou dans tel autre sens. C'est-à-dire acquitter ou condamner. Ça, il ne peut pas faire. Mais il peut dire, j'ai eu des informations, comme les cas du programme des 100 jours, et à partir du ministre des Finances, nous avons eu des informations que les travaux des 100 jours n'ont pas été correctement exécutés. C'est comme si l'argent a été détourné. Monsieur le procureur général, veuillez commencer l'instruction. Là, c'est possible. Mais dire aux magistrats, monsieur le magistrat, ne condamnez pas Vital Kamerhe, parce que c'est les partenaires du chef de l'État, il y a un problème. Ou condamner Vital Kamerhe, parce qu'il gêne le chef de l'État, là, il y a un problème. Il faut plutôt dire, monsieur le magistrat, faites votre travail en toute indépendance. Si Vital Kamerhe est auteur de l'infraction, vous les condamnez. S'il n'est pas l'auteur de l'infraction, vous l'acquittez. Mais il ne faudrait pas donner des orientations aux magistrats ou aux juges. Alors, quelles leçons la population doit-elle profiter avec toutes ces interpellations et arrestations de chefs d'entreprise? Est-ce la population devait-elle espérer à une bonne justice? Il faut commencer à espérer. On n'a pas que les autres qui ont détourné l'argent, que ce soit dans le régime passé, puissent déjà être interpellés. Il faut commencer à espérer, tout en étant vigilant. Espérer parce qu'on veut une justice dans le cadre d'un état de droit. Indépendante. Justice indépendante. Mais en même temps, être vigilant parce que à partir de la justice, on peut nous produire des parodies de justice. On peut condamner quelqu'un qui n'a pas été auteur de l'infraction, mais on l'envoie à Makala. On dit, celui-là, il reste là pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Juste pour faire plaisir. Mais il faut poursuivre ces gens-là. Il ne faut pas croire que ceux qui ont travaillé avec Kabila, eux, ils ne peuvent pas être poursuivis. Il faut d'ailleurs poursuivre tous ces gens-là en plus. Regardez ce qui se passe avec comment on appelle ça, tout le ministère de l'Industrie, avec son agence qui accorde des crédits. Comment on appelle ça, les FPI. Regardez tous ces gens-là qui ont pris beaucoup d'argent au FPI et qui n'ont jamais remboursé. Et qui marchent tranquilles. Ils sont calmes. Mais c'est l'argent de l'État. Imaginez les ministres qui ont détourné l'argent de l'État. Et ils sont là. Et on chante même pour eux. On dit à Pessata la terre. Et les magistrats ne font rien. Non, il faudrait que les magistrats d'aujourd'hui puissent regarder ce qui s'est passé dans le passé. Il ne faut pas dire on ne fouine pas dans le passé. Non, dans la mesure où... Je voulais justement intervenir par là, qu'ils puissent aujourd'hui faire leur travail. Ce n'est pas qu'ils étaient butés à une indépendance dans leur juridiction. Non, ils ne faisaient pas leur travail. L'indépendance du magistrat, ça se revendique aussi. Le magistrat lui-même doit revendiquer son indépendance. C'est prévu par la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Ça, c'est prévu par la Constitution. Mais il appartient maintenant au magistrat d'exprimer son indépendance, de revendiquer son indépendance. Ce que font les magistrats, quand ils convoquent les directeurs de cabinet, ils expriment leur indépendance. Quand ils placent des chefs de cabinet du chef de l'État en détention préventive, ils sont indépendants. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il n'y a pas que les gens qui ont travaillé avec l'actuel chef de l'État. Où nous en sommes avec les dossiers des fibres optiques? Qu'est-ce qu'on en a fait? Où nous en sommes avec les dossiers Bukangalonzo? Le passerelle qu'est-ce qu'on en a fait? Qui n'ont pas terminé. Des millions. Des millions même. Où nous en sommes avec les dossiers 5 chantiers? Est-ce qu'on a déjà fouiné? Il faut fouiner dans les passés. Les dossiers 1000 écoles. Eh bien voilà. Donc, nous avons des grands dossiers pour les magistrats. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont rien à faire. Là, on va permettre à tout le monde à fuir le Congo. Non, pas fuir le Congo. Au contraire, il faut que ces gens-là soient jugés. Ceux qui n'ont rien fait, qu'ils soient acquittés. Ceux qui ont commis des faits, des détournements, soient condamnés. Au fait, on va transmettre les messages aux autres. Attention, si vous faites ça, pas toucher au fait. Vous aussi, vous serez poursuivis demain. Et c'est cela l'état des droits. On ne peut pas, dans un état des droits, observer, regarder X individus qui détournent et qui vit bien, qui se construit des maisons partout, Montfleury, ma campagne, ils s'achètent des maisons aux États-Unis, en Afrique du Sud. De grands villas. Des grands villas qui n'occupent même pas. C'est ce qui est très malheureux. Ils n'occupent même pas ces maisons.
Et ils sont à Kinshasa, mais ils ont des villas à l'étranger. L'argent de l'État, ça doit rentrer. Vous savez ce que peut faire, par exemple, un chèque d'1 million de dollars. Quand vous faites un chèque d'1 million de dollars au gouverneur, par exemple, de la Mongala, vous savez combien d'écoles il va construire? Vous savez combien d'hôpitaux il va équiper en produits pharmaceutiques? Alors, c'est dû à quoi? C'est la mauvaise volonté? Vous savez combien de kilomètres il va construire des routes? En d'autres termes, l'argent qu'on détourne là, c'est l'argent de l'État. Comment vous pouvez aujourd'hui changer les pays avec 300 millions détournés par un individu? Avec 200 millions détournés par un individu? Qui devait nous aider avec 15 millions détournés par un individu? Qui devait nous aider à faire beaucoup de choses. Mais voilà, cet argent-là peut nous aider à construire des écoles, à construire des centres de santé dans nos villages, dans nos villages, dans nos comment on appelle ça, dans nos provinces, il y a beaucoup dans nos entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, on voit même ces gens qui sont en train de voler l'argent de l'État, détourner même dans leur province, aucune évolution. Et lorsqu'on arrive à saisir la personne, vous voyez les mêmes ressortissants de sa province passer à la télé pour faire une déclaration que nous, les ressortissants de telle province, c'est ce nous ne qui voulons fait pas ça. très mal. Ce n'est pas que l'homme congolais, peut-être... Première chose, il n'arrive pas à se compromettre. On nous a dit que les gouverneurs des provinces doivent être des ressortissants de ces provinces. Ce sont les mêmes gouverneurs qui détournent, qui détruisent leurs provinces. On nous a dit que les gouverneurs des provinces, comme il connaît bien sa province, il va bien faire les choses dans sa province. Malheureusement, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on voit les contraires. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Un monsieur est arrêté pour détournement. C'est son parti politique qui le soutient. Les membres de son parti politique qui viennent le soutenir. Ah oui? Alors qu'ils n'ont même pas eu $1 des sommes détournées. Ce sont les quelques ressortissants de sa province qui crient, mais écoutez, vous inquiétez notre leader. Qui profitaient peut-être derrière. Non, ils n'ont jamais profité de ça, je vous dis. Ils le font parce que... Regardez, lorsque un monsieur détourne l'argent, les plus souvent, il s'achète des maisons à l'étranger. Ça ne profite pas à la province. Et là, nous voyons l'apparition de notables. Ça ne profite pas à la province. En d'autres termes, moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui est de ma province, qui aura détourné, parce qu'il n'a rien fait pour ma province. Ah oui, effectivement. Vous comprenez? Même s'il a fait quelque chose pour ma province, est-ce que c'était pour la province? C'est l'argent de l'État. C'est pour tous les pays, ce n'est pas pour une province. Vous avez détourné l'argent, vous avez construit une université dans votre province. Et puis on dit, écoutez, c'est votre province. Mais non. Est-ce que cet argent, c'était pour votre province? Professeur, nous sommes presque à la fin de notre émission qui, nous voyons, vous avez tout à fait de matière à exploiter. Mais une question, la dernière même que je voudrais vous poser. La population, elle a dit de vous poser cette question. La plupart des magistrats sont le magistrat de l'ancien régime. Pourquoi on ne peut pas tous le changer? Beaucoup se posent cette question. Non, il n'y a pas de magistrats de l'ancien régime. Ça, c'est la première chose. Ce sont les magistrats de l'État. C'est-à-dire qu'il y a deux procédures. On ne peut pas dire que ce sont les magistrats, tels sont les magistrats de Kabila. Comme Kabila est parti, il faut les faire partir. Non. Ce sont les agents de l'État. Ah oui. Il faut plutôt agir sur ces magistrats, changer leur mentalité, leur donner les moyens pour fonctionner, les conditions de travail, et ils vont nous produire une bonne justice. Mais il ne faudrait pas dire, écoutez, nous avons combien de magistrats? Des milliers de magistrats. Si vous dites, il faut les mettre tous à la porte. Il faut former les autres. Il faut former. D'abord, il faut nommer les magistrats. Il faut chercher des licenciés à droit. Ah oui. Et vous allez les nommer jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Ce n'est pas possible. C'est qui est impossible. Donc, le problème, ce n'est pas les magistrats de l'ancien régime. Le problème, c'est les magistrats. Il faut agir sur les magistrats. Donner les moyens aux magistrats pour fonctionner. Les bonnes conditions de travail, ils vont nous produire une bonne justice. Il faut rassurer les magistrats. Il ne faudrait pas utiliser les magistrats comme un objet. Dire, monsieur les magistrats, je vous envoie un dossier là, vous devez arrêter tel monsieur. Mais, et puis après, il réveille, il dit, il faut les condamner à 2 ans. On a besoin, on veut qu'ils restent là en prison jusqu'en 2023.
Vous comprenez? Et veut qu'il soit condamné. S'il est condamné pour détournement, il ne sera pas candidat. Non. Mais il faudrait un magistrat qui fait son travail en toute indépendance parce qu'il a des moyens de travailler dans le cadre de la justice. Alors, professeur Tassoki, merci José-Marie Tassoki-Manzélé. Je rappelle, vous êtes professeur de droit pénal à l'université de Kinshasa. Je vous en prie. Merci d'accepter notre invitation. Je sais que nous aurons encore besoin de vous juste après la première apparition de Vital Kamerhe au tribunal. Juste après, nous allons encore analyser avec vous de ce qui sera en train de se passer lorsque nous allons arriver. Nous allons examiner les procès. C'est ce qui est important. Merci d'accepter. Parce que la procédure pénale est la température démocratique d'un État. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. C'est par ici que nous mettons un point final, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Retrouvez votre émission Carte sur table, c'est bien, la semaine prochaine, à la même heure. Et surtout, branchez à la continuité de nos programmes. C'est bien sûr Amen Télévision. Merci, au revoir. Oui.